Salut à tous, c'est Azriel Sena de Ciné-Herbevost, et pour cette première adresse on va parler de cinéma, de cohérence d'enjeux et du film Interstellar. Tout d'abord, Interstellar est un film sorti en 2014, réalisé par Christopher Nolan, et contrairement à ce qu'on pourrait croire, il n'y a pas que des défauts dedans. Par exemple, la photographie est impeccable, les effets spéciaux pratiques sont très bien faits, la musique est splendide et très originale, et le casting et le jeu d'acteurs sont irréprochables. Je vais pas vous raconter l'intrigue, et je vais passer par-dessus plein d'éléments du film sans les mentionner, donc si vous voulez vérifier tout ce que je dis en allant voir le film, vous pouvez toujours le faire. Mais bon, je vous le conseille pas. Parlons donc de la cohérence d'Interstellar. Quand le film commence, on pense qu'on est dans un univers futuriste mais réaliste, qui pourrait se passer dans le futur de notre univers, et donc on a affaire à la science-fiction. Un peu plus tard, quand on voit les interférences avec la gravité qui se produisent dans la ferme du héros, quand on entend ce que dit Michael Caine, qui joue un astrophysicien, on a la confirmation du fait qu'on est bien dans de la science-fiction, puisque le film ajoute des règles à la physique sans contredire celles qu'on connaît déjà dans la réalité. Et en même temps, on se rend compte que les connaissances scientifiques dans le film sont pas si éloignées que ça des connaissances actuelles. Ensuite, à partir du moment où la petite équipe dont le héros fait partie traverse le trou de verre, on a un gros build-up sur un élément très important du film, le trou noir. Quand on apprend son existence, on sait que ce sera un obstacle, et que les personnages principaux, en leur qualité de héros, devront au mieux le détruire et le résoudre, au moins le prendre en compte et l'éviter. Il est d'abord mis en valeur dans le passage par la planète de Miller, où les déformations du temps et les énormes vagues provoquées par le trou noir menacent et handicapent directement les personnages principaux. Je vous invite d'ailleurs à aller regarder la vidéo que notre président bien-aimé a fait sur cette scène. Toute cette partie du film est en fait là pour nous dire « Attention, le trou noir est dangereux ». Et on nous le dit pour des raisons qui sont en plus complètement réalistes, parce que la gravité très forte du trou noir est un danger, même dans la réalité. Mais c'est à ce moment-là que les problèmes commencent à arriver. D'abord, on a la scientifique en carton jouée par Anna Tawai qui nous dit droit dans les yeux qu'on peut envisager de passer l'horizon des événements d'un trou noir et en ressortir. Et sans utiliser une nouvelle technologie ou un truc futuriste. Son plan, c'est juste de foncer vers le bord du trou noir pour pouvoir en ressortir après. Rien qu'en faisant dire ça à un personnage, les scénaristes viennent de détruire l'idée même de l'existence d'un trou noir. Il n'y a pas besoin d'être astrophysicien pour le comprendre, le propre d'un trou noir, c'est d'avoir un horizon des événements. Une limite telle que si on la dépasse, plus rien ne peut en sortir, même pas la lumière. Un trou noir n'est rien sans son horizon des événements, puisque c'est précisément ça qui fait de lui un trou noir. Et là, celui du film, il en a plus. Déjà ça pose tout un tas de questions. Si les héros, en allant très vite, peuvent avoir un espoir de sortir, comment ça se fait qu'il est noir, leur trou noir? Parce que la lumière, elle va beaucoup plus vite qu'eux. Ça serait comme introduire comme menace un gros robot invulnérable, pour ensuite dire un peu plus loin dans le récit que, bah finalement, il l'est pas. C'est pas remarquable et classe comme action, parce que c'est pas les héros qui ont abattu un obstacle, c'est un obstacle qui s'est abattu tout seul. Ça décroche nos personnages de leur rôle de héros, acteur de son destin. Parce que c'est le sens même du terme héros à la base. Preneur de décision, maître de son destin. Et ça les fait passer au rang de spectateurs passifs de l'histoire qui est en train d'être racontée. Si le but c'était juste d'avoir une source de gravité très forte, autour de laquelle on puisse passer très près sans avoir cette limite qu'on ne peut pas franchir, autant avoir, je sais pas, une étoile à neutrons par exemple. En effet, les étoiles à neutrons et les grosses étoiles en général peuvent déjà causer tout ce qui a été montré. Pas besoin d'un trou noir pour avoir tous les effets de gravité qu'on a vus jusqu'à présent, en particulier sur la planète de Miller. Après tout, même les satellites qui orbitent autour de Jupiter subissent des effets de marée. Donc ça, c'est une stupidité de scénario qui fait retomber un élément intéressant préparé précédemment. Mais bon, on peut se dire que ça pourrait être pire, ça pourrait nuire aux enjeux d'une autre partie du film par exemple. Parce qu'ensuite, après l'explosion de la station Endurance, on a les personnages principaux qui s'approchent sensiblement du trou noir, mais en restant tout à fait entiers. C'est un problème plus grave encore, puisque cette fois, on se met à contredire directement des sources de tension antérieures, en particulier celles de la planète de Miller. En effet, s'ils ne sont pas déchirés par les gradients de gravité au fur et à mesure qu'ils se rapprochent du trou noir, s'ils ne subissent pas de spaghettification, comment expliquer que la planète de Miller soit la proie d'une gravité aussi forte? Si leur vaisseau arrive à résister à ces forces astronomiques, comment expliquer que le vaisseau de Miller se fasse détruire par des simples vagues, alors qu'il a été construit à peine des années auparavant? En faisant ça, on détruit d'un revers de la main au moins 3/4 des enjeux du film, puisque le trou noir n'a maintenant plus ni forte gravité, ni horizon des événements. Bon, on va faire un point un peu plus général. Si on veut qu'un élément apporte de la tension, il faut qu'on comprenne comment il marche, ou au moins parmi ce qu'il fait, qu'est-ce qui le rend dangereux. Là, le film a détruit ce qui le rendait dangereux, c'est-à-dire son horizon des événements parfaitement normal et réaliste, qui était conforme à la réalité, donc aussi dangereux que dans la réalité. En plus de contredire le début du film, où on nous a montré une réalité qui était conforme à nos connaissances actuelles, ça pose le problème qu'on ne sait plus ce qui est censé le rendre dangereux. Tenez par exemple ça, c'est un pistolet, un Colt 1911 9 mm, tout ce qu'il y a de plus normal, tout le monde sait comment ça marche, on tue des gens avec. It's called a bullet. You shoot people with them. Mais si tout d'un coup je vous dis que ce n'est pas un Colt 1911 normal, pas qu'il est amélioré, qu'il est plus puissant ou quoi, juste qu'il est différent, qu'est-ce qui se passe? Eh bien vous ne savez plus à quoi vous attendre. Si je pose le canon de cette arme sur la tempe de quelqu'un, vous ne vous dites plus « OMG, il va mourir s'il appuie sur la détente »,
À la place, vous demandez juste ce qui va se passer. Quelle couleur? Bleu? Ça peut être quelque chose de très intéressant de faire appel à la curiosité du spectateur. Mais si le but c'était de faire monter l'attention sur l'arme ou sur ce que je vais faire avec, eh ben c'est raté. C'est pour ça que quand on introduit une arme nouvelle dans un film, généralement, on la présente. Par exemple, dans Men in Black, à un moment on introduit une arme de poing d'aspect pas familier. Et c'est la réaction de Tommy Lee Jones et ses avertissements qui nous disent que c'est une arme très dangereuse. Pareil dans le film Looper, où les caractéristiques de l'arme du héros, c'est-à-dire ses raisons d'être dangereuse et aussi ses faiblesses, sont expliquées dès le début du film. Tout l'intérêt de ces explications, c'est de nous faire comprendre comment est-ce que ces entités nouvelles sont dangereuses et comment est-ce qu'elles peuvent être la source de tension pour le spectateur et d'enjeu pour les personnages du film. Et ces explications sont là dès le début, puisque c'est leur place privilégiée le début. C'est la scène d'exposition. C'est un moment où la nouvelle règle qu'on apprend sur le fonctionnement de l'univers de l'œuvre ne fait pas retomber les enjeux, puisqu'ils sont pas encore arrivés. Mais c'est pas comme ça que ça se passe dans Interstellar. Le problème, ce n'est pas en soi que le trou noir ne soit pas conforme à la réalité. Si ça avait été introduit dès le début, ou au moins avant son apparition, si on nous avait expliqué que les trous noirs ne marchaient pas comme dans la réalité, et pourquoi est-ce qu'ils sont quand même dangereux, il n'y aurait pas eu de problème. Sauf que là, l'horizon des événements et la forte gravité du trou noir entrent en jeu dès l'introduction du trou noir à l'écran. Ensuite, on retire au trou noir ses sources de tension, et encore après, on nous met une scène où il est censé y avoir de l'enjeu qui se base sur ces éléments, qui n'existent plus. Bref, retour au film, c'est là qu'arrive la plongée directe et décomplexée dans l'absurde le plus total. Donc le personnage principal est dans son vaisseau qui tremble à peine, il arrive à regarder devant lui alors que la lumière est censée ne pas pouvoir arriver dans cette direction, ce qui contredit encore une fois le principe même du trou noir, parce que c'est de là que vient le mot noir dans trou noir, c'est quand même ballot. Et il se retrouve en liaison avec la bibliothèque de chez lui sans qu'on sache comment ni pourquoi on est lié à cet endroit en particulier. On ne sait pas non plus par quel miracle les interactions qu'il a avec la gravité lui permettent de transmettre des messages, mais sans avoir aucune conséquence délétère. Comme par exemple d'écraser la maison sous une gravité 10 fois trop forte. Qui c'est qui l'a calibré le trou noir? On nous montre ensuite que les prétendus êtres supérieurs qui auraient créé tout ça sont en fait le héros lui-même. Donc on a la confirmation que ce n'est pas un plan parfaitement coordonné, orchestré par une entité autre ou par un peuple supérieur. C'est juste que les scénaristes ne savaient pas comment résoudre les enjeux qu'ils avaient installés, du coup ils inventent des Deus Ex Machina pour essayer d'avoir un semblant de fin. Ce qui scelle la tombe d'Interstellar. Ce film est mort et enterré. Il a beau avoir, comme je l'avais dit, une impeccable photographie, des effets spéciaux pratiques très bien faits, une musique splendide et très originale, un casting et des jeux d'acteurs irréprochables, bon, c'est au service de ça ne suffit pas. Il y a aussi une chose dont je n'ai pas du tout parlé, c'est sur ce que le film essaie de dire en sous-texte, sur l'amour et sur sa prétendue valeur cosmique. Je n'en parle pas parce que le film ne mérite pas qu'on s'y intéresse. Si on veut mettre une seconde lecture quand on fait un film, il faut au moins faire en sorte que la première lecture tienne la route. Parce que vous avez beau avoir les meilleures pommes imaginables, une pâte sablée mélangée avec vos meilleurs talents de mélangeur, des ingrédients succulents, et faire tous les efforts du monde, si vous faites tout cramer au four, ça fera pas une bonne tarte aux pommes pour autant. Ce film est un désastre. N'allez pas le voir. Votez Révisionnaire, ciao.